Alors moi je suis Jules, je suis dessinateur de presse, dessinateur de bande dessinée, je fais aussi des dessins animés. Et en fait, l'Europe pour moi est assez importante parce que déjà comme dessinateur de presse, ça fait 15 à 20 ans que c'est un sujet d'actualité que je commente. Évidemment, il y a les traités, il y a les référendums, il y a tout ce qui se passe autour de l'Europe. J'ai à le traiter. Évidemment, pour un dessinateur, c'est très difficile parce que ça intéresse personne, bien souvent. C'est-à-dire que c'est le sujet infernal, faire de l'humour sur l'Europe. Il y a assez peu de, je dirais, de références dans la population française qu'on puisse saisir. Il y a quelques grandes images, Helmut Kohl et François Mitterrand qui se tiennent la main, des choses comme ça, mais graphiquement et dans l'imaginaire collectif, c'est assez pauvre, je dirais. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se décarcasser. Par ailleurs, il y a plein d'autres enjeux, l'environnement, les questions des minorités, etc., où l'Europe joue évidemment un rôle très important. Et quand on met en scène toutes ces problématiques-là, l'Europe, ça peut être quelque chose un angle intéressant. Par ailleurs, dans mon travail de dessinateur de dessin animé, je travaille pour Arte. Alors pour le coup, moi je n'avais pas du tout réfléchi. Pour moi, en fait, l'humour, c'est quelque chose de très national. Et même dans une même langue, même dans une même aire linguistique, ça s'exporte assez mal. Par exemple, la Belgique ou la Suisse, ce n'est pas des pays où mon travail en album de bande dessinée ou en dessin animé marche très très bien. Donc c'est assez bizarre. Et pourtant, on a des références communes, ils connaissent la politique française, même si c'est des références franco-françaises. Alors je me disais, ça va être impossible de travailler avec Arte puisqu'on doit travailler simultanément en allemand et en français. Et donc mon dessin animé, qui était adapté d'une série de bandes dessinées, j'ai quand même eu un souci allemand. Et en essayant d'avoir un humour germano-compatible. Et là, pour le coup, Silex and the City, ça fonctionne en Allemagne aussi. Contre toute attente, il y a un vrai imaginaire européen. Moi, je me disais quand même, c'est incroyable. Le truc qui fait le lien entre tous les Européens, c'est les Simpsons, qui est un produit américain. Et où qu'on aille en Europe, en Slovénie, en Lituanie, en Grèce, au Portugal, les gens adorent les Simpsons, regardent les Simpsons. Donc, moi, c'est quelque chose que j'adore aussi. Donc, ayant ce modèle-là un petit peu en arrière-plan pour Silex and the City, c'était quelque chose qui comptait. Et du coup, par exemple, dans la bande dessinée française, il y avait un match de foot, c'était Primat Saint-Germain contre Olympique Mammouth. Parce qu'il faut dire, Silex and the City, ça se passe en moins 40 000, donc c'est un peu notre quotidien d'aujourd'hui, transposé à la préhistoire. Et donc, le match PSG-OM a été transposé en fait dans la version franco-allemande, enfin la version Arte du dessin animé, en match Primat Saint-Germain contre le Caverne de Munich. Et il y a plein d'autres choses comme ça. Par exemple, il y avait des jeux de langage. Par exemple, ils vivent dans la zone Oroc. Alors pour ou contre la sortie de la zone Oroc, ils payent en tête d'Oroc leurs différents achats. Et cette blague marchait en français, Euro, Oroc. Et du coup, j'ai un copain qui est un peu mon consultant germanophile. Et on a réfléchi un peu à la question. Mais ça marchait bien aussi pour l'Allemagne, on a pu le garder parce que c'est Our Coup. Pour dire Oroc en allemand, et donc Aoro, Auerku, ça fonctionnait, et donc on a gardé ça. Donc, mais c'est un souci qu'on peut avoir, et il y a de l'espoir du côté de l'humour, je dirais, à trouver une espèce de langage commun, de complicité commune, parce que en fait, le sexe et l'humour, je dirais, c'est les deux choses qui relient le plus les gens. C'est-à-dire rire ensemble ou faire l'amour, ça fait partie des choses qui... Alors donc il y a Erasmus où tous les gens vont draguer des garçons et des filles de pays voisins. Et c'est comme ça que ça marche, parce que moi je crois vraiment à la construction de l'Europe des alcôves. Casanova a déjà compris ça il y a maintenant presque 400 ans. Et puis, ou non, enfin 350 ans, que je ne me trompe pas. Et puis, je crois que par le rire, il peut y avoir cette espèce de communauté qui se construit. Donc voilà, donc je dirais, c'est pas du militantisme, mais dans mon travail, dans ma pratique de dessinateur, je m'y emploie. Et à chaque fois que je vois un de mes albums traduit dans une langue, européenne ou d'ailleurs périphérique, parce que là j'ai des traductions en turc, dans d'autres langues comme ça, et ben je trouve ça vraiment ultra excitant et c'est un des plus grands aboutissements. Je préférerais 20 fois vendre 1000 albums en tchèque, en allemand, en italien, plutôt que 200 000 albums en France. C'est très excitant d'être traduit. Cet enjeu de la traduction et de la transposition est vraiment chouette. Et alors une question un peu plus sensible, du coup on a vu qu'il y avait une grande différence entre l'humour français et l'humour allemand. Est-ce que cette diversité se retrouve sur l'ensemble des 28 pays et est-ce qu'il y a un humour européen? Alors, l'humour européen, aujourd'hui, c'est l'humour américain. C'est cet humour extraordinaire de Hollywood, de la littérature américaine, de cette
grammaire comique qui a été développée depuis 150 ans, depuis l'industrie de masse du divertissement américain. Et donc, les plus grands génies de l'humour américain sont évidemment importants. Mais il n'y a pas que les Américains, il y a les Britanniques. Moi, je pense, souvent, je disais les Simpsons pour les dessins animés, mais ce sera Woody Allen jusqu'aux Marx Brothers, Tex Avery, des choses comme ça, qui sont vraiment des choses incroyablement drôles. Et puis, en revanche, il y a les Monty Python. L'humour anglais, c'est quelque chose qui irrigue la culture même française, la culture européenne. Mais il y a l'humour aussi d'Europe centrale. L'humour juif, tout cet humour justement de l'Europe de l'Est qui jusqu'à la guerre a été un truc ultra important et qui aujourd'hui encore nourrit l'imaginaire collectif est très important. Et puis il y a l'humour à la française qui est une autre chose encore. Et en fait, il y a un humour européen qui est à la rencontre de tout ça, de l'humour méditerranéen, de l'humour, le nonsense britannique. Voilà, alors il y a des pays où on rit plus que d'autres. Où ça fait plus partie de la culture, où c'est plus valorisé, je dirais. Mais malgré tout, je ne connais pas de peuple qui ne rit jamais. Donc il y a de l'espoir. Et alors donc là on parle de fond, sur la notion de rire, sur la forme, sur le dessin. Il y a on connaît la ligne claire belge, il y a d'autres, il y a une typologie du dessin européen, il y a quelque chose qui ressort par rapport à d'autres continents. La bande dessinée et le dessin, c'est quand même un phénomène très spécifique, très intéressant et très étrange. Il n'y a pas beaucoup de zones dans le monde où on dessine massivement, où on achète des bandes dessinées, où on lit des livres illustrés. Il y a le Japon avec les mangas qui irriguent un petit peu autour, Chine, Corée. Il y a les États-Unis avec les comic books, des super-héros, etc. Et puis un petit peu les graphic novels, mais qui sont plus confidentiels, je dirais. Et il y a cette incroyable particularité, spécificité mondiale qui est le monde franco-belge, où on a inventé la bande dessinée, on a créé vraiment un univers qui s'exporte plus ou moins dans le monde entier, mais qui est vraiment très étonnant. Personne n'explique pourquoi est-ce que les Français et les Belges aiment autant la bande dessinée. Personne ne se l'explique. Il n'y a pas d'anthropologue qui a trouvé la clé. Et du coup, il y a des pays actifs, je dirais, en termes de dessin. L'Italie a eu toute une école de dessinateurs, l'Espagne, l'Allemagne un peu moins, mais finalement, on a assez vite fait le tour. C'est pas quelque chose qui est en partage, le dessin. En termes de dessin, je dirais imprimé, illustré, en livre. Mais c'est pour ça que l'animation, pour moi, c'est une grande ouverture, parce que je sais par contre que ce monde de l'animé est bien plus large. Parce que depuis le monde soviétique, la grande école tchèque de dessin, les Polonais qui faisaient énormément de très beaux films d'animation. Il y a plein d'écoles différentes qui se rencontrent. La France qui est assez forte là-dedans. Voilà, ces influences-là se nourrissent. Donc il y a plein d'écoles différentes, comme pour le cinéma. Et je pense que ça correspond. Le cinéma, on peut comprendre parce qu'il y a des financements d'État qui permettent telle ou telle chose, des grands organismes. La France est très riche pour ça et célèbre pour ça. Les gens d'Europe, de l'Europe entière viennent faire leurs films en France. Les réalisateurs de l'Europe entière viennent financer leurs films avec le CNC et d'autres organismes. Donc pour la BD, c'est autre chose. C'est un fait anthropologique encore à étudier. Très bien. Demain, à quel point l'Europe peut émerger avec une culture ou affiner une culture? Comment on peut synthétiser 28 cultures humoristiques, 28 styles? Est-ce que ça peut exister? Est-ce qu'on va vers une conscience humoristique européenne? Qu'est-ce qui se préfigure? Alors, humoristique ou pas, il y a une vraie émergence de culture transversale européenne avec la culture populaire de masse de qualité. Et je pense par exemple aux séries, pas seulement à l'animation, mais par exemple, moi j'ai été un fervent supporter de la série danoise Borgen. Je ne peux pas lâcher Borgen. Downton Abbey, qui est britannique, etc. Il y a beaucoup d'aperçus de pays comme ça qui s'incarnent tout d'un coup dans une série et qui se mettent à exister dans l'imaginaire collectif. Le Danemark a énormément gagné avec Borgen. Moi, j'ai hyper envie d'apprendre le danois maintenant, alors que c'était quelque chose qui me passait kilomètres au-dessus de la tête. Donc, je pense que, voilà, oui, il y a de l'espoir de ce côté-là. Moi, je suis hyper européen. En fait, je passe ma vie à tomber amoureux de filles de pays divers qui parlent des langues que je ne comprends pas. Et je crois que c'est un moteur. En fait, ce qui manque à l'Europe en termes de présentation, d'incarnation, de collectivité citoyenne dans la façon qu'on a de le vivre, c'est le désir. Et donc, à partir du moment où il y a du désir, tous les problèmes sont quasiment réglés. Donc, cette espèce de panne de désir, de manque je dirais, d'incarnation et d'hormones de cette Europe, c'est ça qui manque. Mais dès qu'il y en a, c'est parti.